des institutions comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international jouent un rôle absolument clé dans toute l'histoire de la crise de la dette. En fait, ces deux institutions-là, créées en 1944, ont commencé à prêter massivement aux pays en développement dans les années 60. Elles avaient commencé dans les années 50, mais vraiment, l'explosion des prêts, c'est les années 60. La façon la plus typique pour un assassin financier de travailler était de repérer un pays qui avait des ressources ou des entreprises fort convoitées, comme du pétrole par exemple, et ensuite d'octroyer un important prêt par l'intermédiaire de la Banque mondiale ou l'une de ses filiales. Mais l'argent n'allait pas vraiment à ce pays. Au lieu de ça, il revenait à nos propres sociétés. Sans la moindre autorisation, nous décidons d'aller tenter notre chance à la scierie de Maluku. Menaçant de faire appel à l'intervention d'un ministre, nous finirons par nous faire ouvrir les portes de cette immense usine fantôme. Cette usine a été construite pour pouvoir utiliser, consommer le courant, l'électricité d'Inga. Et pourtant, cette usine, quand on la construisait, on savait bien que le matériel, comment il faut appeler, la matière première qu'on allait utiliser, c'était de la ferraille, donc de fer rouillé qu'on allait ramasser en Europe. Ce qui était inadmissible quand on sait la potentialité dont dispose le pays par rapport aux minerais. On a effectivement une situation absurde. On sort du sous-sol, notamment du Katanga, des minerais, qu'on va exporter à 8000 km de là pour en faire de la fonte. On en fait ensuite de l'acier dans les pays du Nord. On en fait des véhicules ou des machines. Et quand ces véhicules ou ces machines sont au rebut, on les compacte et on les met dans un bateau qui va jusque Matadi au Congo, qui remonte le fleuve, cette mitraille, et puis on le met dans des fours pour les faire fondre et pour avoir de l'acier qu'on va épurer. Donc c'est complètement absurde. Donc Maluku n'a jamais fonctionné. N'a jamais fonctionné. C'est de l'argent, c'était de l'argent jeté. C'était un gaspillage, mais pas un gaspillage pour le multinational. Parce que les multinationales ont gagné. Les multinationales ont vendu leur technologie. Ils ont gagné, elles ont gagné. Voilà, c'est le peuple congolais aujourd'hui qui est en train de perdre et toutes les richesses confisquées à cause de cette dette. Alors, quel est aussi le raisonnement des dirigeants de la Banque mondiale et du FMI? C'est le suivant, c'est on va habituer les pays en développement à dépendre du financement que nous leur apportons pour leur développement ou leur gestion courante des affaires. Et si on les rend dépendants des financements, eh bien, nous obtenons ainsi un moyen de les influencer, de dicter un certain type de politique. Il y a McNamara, Robert McNamara, qui arrive à la Banque mondiale et qui veut faire quelque chose de grandiose et qui commence à emprunter sur les marchés pour pouvoir prêter de plus en plus et qui fourgue vraiment des prêts dans le Sud que certains pays se sont révélés complètement incapables de rembourser. C'est alors que les assassins financiers reviennent et leur disent « Écoutez, nous savons que vous ne pouvez pas payer vos dettes. Donnez-nous de l'argent, vendez votre pétrole à nos compagnies à un prix dérisoire, ou votez pour nous aux prochaines sessions des Nations Unies, ou alors autorisez-nous à construire une base militaire sur votre sol. » Ce genre de choses. Et parfois, lorsque nous avions échoué à corrompre les présidents ou à leur faire accepter ces prêts, alors les tueurs à gages prenaient le relais. Ils renversaient les gouvernements ou assassinaient leurs leaders. Jaime Roldos Aguilera, président de l'Équateur, et Omar Torrijos, président du Panama, ont tous deux été assassinés, car je n'ai pas pu les corrompre ni leur faire accepter ces conditions. Thomas Sankara, qui dénonçait justement la Banque mondiale et le FMI et les créanciers en général, c'est un exemple absolument clair. Il y a une coalition d'intérêts contre lui, de grandes puissances, de gouvernements, d'entreprises et d'institutions internationales. Alors, qui a donné l'ordre d'assassiner et qui a mis au point exactement le complot pour assassiner, je ne le sais pas. Mais il est clair que ceux qui ont assassiné Sankara savaient qu'ils le faisaient en défendant certains intérêts. Et dans ces intérêts,
il y avait les intérêts des créanciers, c'est absolument certain. Le diagnostic avec les ajustements structurels était le suivant. Vos économies accusent des déficits. Il faut régler ces déficits. Pour régler ces déficits, il faut diminuer les dépenses publiques. Et les premières dépenses concernées étaient malheureusement des dépenses sociales. Comme ça, on coupait dans le vif les dépenses, y compris les dépenses sociales. Évidemment, cela avait un impact négatif sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation, sur le plan du logement social, que sais-je encore, bien évidemment. Le total de la dette des pays en public des pays en développement est de l'ordre de 1350 milliards de dollars. Et la dette extérieure, publique et privée des États-Unis, c'est 13 000 milliards, c'est-à-dire 10 fois plus. Faut-il continuer à payer des millions de dollars? Et le président de la République l'a dit, le gouvernement l'a dit, c'est 50 millions de dollars chaque mois pour le service de la dette. Mais qu'est-ce qui est consacré à la santé et à l'éducation pendant ce mois-là? Zéro. À l'école primaire, cet enseignant impayé, sous-payé et mal payé. L'enseignante vient à l'école avec des petits biscuits là qu'il donne à crédit aux enfants. Donc déjà à partir de la première année, on apprend à l'enfant de savoir s'endetter. Donc on donne à l'enfant et puis après 3 jours, l'enfant devrait demander l'argent à ses parents pour venir honorer sa dette. Dépasser, veut dire, c'est comme les institutions internationales. Dépasser les délais, alors l'enfant est obligé de doubler les prix. Ce qui fait que parfois l'enfant commence à avoir peur de venir à l'école. Et aujourd'hui, avec le système de prise en charge des enseignants par les parents, on chasse l'enfant qui ne paye pas. Alors, parfois, ces politiques économiques ont été conduites pour des raisons d'ajustement budgétaire. On ne pouvait plus financer un certain nombre de services publics, et donc on a été chercher des façons de les financer à travers des privatisations. Mais les gens qui ont mis la main sur les privatisations, c'était soit des gens qui venaient de l'extérieur, soit des gens bien connectés à l'intérieur, et ça n'a pas vraiment eu des résultats positifs pour les gens qui étaient en bas de l'échelle sociale. Des exemples pour la politique absolument meurtrière du FMI, de la privatisation imposée, par exemple, c'est le Niger. Privatisation forcée de l'Office national des transports, eh bien, les entrepreneurs privés qui ont pris la suite de l'Office national fonctionnent selon le principe des entreprises privées, ce qui est tout à fait normal, et n'envoient jamais un camion sur des pistes, ce qui fait qu'en période de disette qui est périodique au Niger, eh bien, des gens meurent parce que l'aide n'arrive pas. L'aide n'arrive pas à cause de la privatisation. L'Afrique est une colonie. C'est une colonie dont les dirigeants sont à la merci des grandes sociétés. D'une certaine manière, les empires européens se sont retirés pour soi-disant donner à l'Afrique son indépendance. Mais immédiatement, les entreprises sont arrivées, les dirigeants ont été repoussés, les nations européennes écartées, et les entreprises ont repris de nombreux pays, notamment ceux qui avaient des ressources importantes. RDC, aujourd'hui, on lui demande plus de produire des produits d'exportation pour avoir des recettes, beaucoup de recettes, enfin, au finish pour payer la dette parfois. Surtout pour payer la dette. Donc on vous impose de faire le palmier à huile, on vous demande de faire le café, même à l'époque du programme d'ajustement sectoriel, c'était le café, le palmier à huile, le coton. Et alors que la population doit manger. Alors on demande à la RDC, comme vous avez les diamants, vous avez l'or, le cobalt, le coltan, le bois, vous pouvez tout vendre et acheter le produit qui viendrait de la Chine ou bien de l'Europe, le poulet qui vient de l'Europe, le poulet qui vient de la France, d'où Wilkie, qui vient des abattoirs belges Wilkie, et voilà, sinon de l'Argentine. Mais nous, on n'en a pas besoin, parce qu'on peut cultiver. Je vous assure, dans ces pays, quand vous avez planté le maïs, 4 mois après, vous avez déjà le produit. Le riz, il y a des provinces où on produit le riz. Même ici où nous sommes, on produit le riz. Et la viande, nous avons le plateau de Kundelungu dans les Katanga. Aujourd'hui, ce plateau est utilisé dans l'exploitation minière. Alors que le plateau de Kundelungu, à l'époque, c'était le plateau où on produisait la viande. Et aujourd'hui, nous importons viande, poulet, abats, nous importons plus de 140 000 tonnes
de viande et abat poulet. Donc, tout ça, c'est vraiment une politique pratiquement de soumission, une politique de dépendance. Mais nous pouvons tout cultiver ici, tout. Au niveau du marché ici, le poisson, le poulet congelé, les pâtes, les tomates, même l'oignon, c'est importé, et le riz. Parce qu'il n'y a pas une production locale. Il y en a eu dans ces pays, on a eu des grands champs de riz, on a fait l'élevage dans ces pays, mais tout ce qu'on produit ici, ça doit être exporté, notamment le bois et le pétrole, essentiellement. Voilà pourquoi vous n'avez pas la culture pour nourrir la population. Ils ont surtout imposé des non-cultures. C'est-à-dire ici, c'est priorité à l'importation aujourd'hui. Donc on est même en train d'essayer de remplacer le pain, le manioc par le pain pour que l'importation de blé soit plus rentable, parce que le manioc, ça se fait sur place. Donc heureusement, les gens s'accrochent à leur manioc et la seule production qui reste, c'est des productions familiales, des petites productions familiales. Toutes les fermes ont été détruites, toutes les fermes qui avaient été construites avant les années 80 pour produire pour le pays, pour mettre le pays en autosuffisance, ont été détruites. La Banque mondiale a insisté pour que tout le monde plante des cultures d'exportation. Ça va si c'est 1, 2, 3 pays. Mais quand on a une douzaine ou plus de pays qui produisent la même chose, et les mêmes qualités des mêmes choses, café, coton, cacao, métaux, etc., ça ne va plus. S'il y a trop d'offres sur les marchés, ça fait chuter les prix. Ce qui a eu comme conséquence une réduction donc de leurs revenus, puisqu'ils tirent leurs revenus des exportations, puisqu'on leur a dit de faire cela et qu'ils ont été d'accord de le faire. Le coton est une belle illustration de ce développement extraverti où on nous a miroité le fait qu'il y a une demande, qu'un marché existe, qu'il fallait seulement produire. Et qu'est-ce qu'on nous trouve de mieux à nous dire aujourd'hui alors qu'on est incapable de nous nourrir? C'est d'aller vers l'agrocarburant. Est-ce que c'est l'agrocarburant et qui va remplir les ventres ou bien il faut remplir les réservoirs pour polluer davantage? J'en sais rien. On s'achemine vers et on est en train de vendre les terres agricoles. L'année dernière, 22 millions d'hectares de terres arables, fertiles, ont été volés aux paysans africains. C'est-à-dire, sont passés, ont été achetés par les hedge funds ou par les sociétés multinationales. Donc, la Banque mondiale, quand elle dit oui, il faut pousser à l'investissement, il parle d'investissement étranger, il faut confier ces terres africaines si mal exploitées, il faut les confier à la fruitière de Marseille, à Bolloré, au Capital Gains Hedge Funds de New York, parce qu'ils sont capables de rentabiliser ces terres, eh bien, c'est une argumentation meurtrière pour les paysans qui sont sur place. Partout où le Fonds monétaire international impose un plan d'ajustement structurel impliquant l'extension des terres vouées à l'agriculture et l'exportation, la faim de la population augmente. En Afrique, seulement 20% de la population est desservie en eau potable. Et contrairement aux idées reçues, l'Afrique subsaharienne ne manque pas d'eau. Cependant, les politiques mises en place par le FMI suite au plan d'ajustement structurel n'ont fait qu'aggraver les difficultés d'accès des populations à des points d'eau. L'accès des populations à l'eau potable dans cette commune est un problème qui se pose avec acuité. Et c'est les programmes d'ajustement structurel justement donc qui ont fait cela, parce que l'État a réduit considérablement le budget par rapport donc au secteur de l'eau et n'a pas donné donc les ressources économiques, sinon financières, donc pour réaliser des points d'eau ou améliorer les points d'eau existants. Pour ce qui concerne l'eau, il y a des choses affreuses. Moi, quand je remplis mon seau d'eau, puisque inutile d'espérer que ça coule au robinet, ça coule au robinet quelques heures la nuit, pas toutes les nuits. Et parfois, on peut faire 4, 5, 6 jours sans que l'eau coule du tout. Donc, chacun prend ses bidons, va chercher un endroit où il y a des puits, où on peut avoir de l'eau. Ceux qui n'ont pas de moyens, qui ne peuvent pas payer au puits, vont au fleuve, et puis se débrouillent avec ça.
L'initiative de désendettement des pays africains, HIPC en anglais, PPTE en français, était une initiative absolument cruciale. Et Jim Wolfensohn a eu un rôle historique absolument considérable en faisant comprendre et admettre au gouvernement des pays de l'OCDE que l'on ne pouvait pas continuer à refinancer à perpétuité la dette africaine, éventuellement même à partir d'un certain moment avec des subventions, ce qui revenait en fait à l'éteindre petit à petit, mais dans un mécanisme qui maintenait les pays africains dans une dépendance politico-financière qui était politiquement, économiquement, culturellement extraordinairement dommageable pour tout le monde. On a mis en place un autre processus de réforme qui, cette fois-ci, au lieu de bloquer la croissance, comme ça a souvent été le cas avec les programmes d'ajustement structurel, mais c'est un processus qui plutôt encourage la croissance. Il commence par vous dire, vous faites un document de stratégie de réduction de la pauvreté qui met l'accent sur le social. Ce n'était pas forcément le cas avec les programmes d'ajustement structurel. C'est un ensemble de réformes, mais en tenant compte des aspects sociaux, ce qui paraît largement au-dessus des programmes d'ajustement structurel. Alors on se dit, à ce moment-là, l'ardoise est effacée. Hélas, non, si vous regardez ce que l'on devait en 2000, c'est-à-dire juste après la mise en place de cette nouvelle, soi-disant, politique d'effacement de la dette et les années d'ajustement, et puis en 2006, après toutes ces années et après quelques mesures d'annulation, vous constatez que la dette pour les plus pauvres a été réduite de 1,4%. Alors je dis, de qui se moque-t-on? La question qui entoure l'annulation de la dette. Je m'en fous quand on dit on annule la dette, vous aurez maintenant la santé, l'éducation. Mais comment on en aura lorsque, pour annuler la dette, on vous fait un code forestier, un code minier, un code d'investissement qui ne vous permettent plus d'être souverain dans vos ressources naturelles, avec vos ressources naturelles. On le voit. Combien il y a de pillages de minerais, de la forêt, la destruction de l'environnement, la confiscation même de certaines entreprises publiques. Une confiscation, je dirais. Mais alors, comment le gouvernement aura maintenant des recettes pour s'occuper du social, même si on annulait la dette? Donc c'est vraiment une mascarade quand on parle de la réduction de la pauvreté, de programmes de la Banque mondiale. Le plan d'achèvement, c'est l'étape finale d'un processus. Le processus s'appelle Initiative Pays Pauvres Très Endettés, en sigle PPTE. Ça commence par un point de décision, ça se termine évidemment par un point d'achèvement. Et ça dure en moyenne 2-3 ans. Dans notre cas, ça a duré 5 ans. Point d'achèvement, ça veut dire on a traité complètement la dette du Congo pour la rendre soutenable. Pour illustrer, nous étions partis avec une dette de près de 9 milliards de dollars en décembre 2004, date à laquelle ont été mesurés les indicateurs pour le Congo. Et à ce jour, si l'on traite comme nous le souhaitons la dette en fin de processus, nous serons à moins de 1 milliard de dollars de dette. Voilà ce que c'est que l'initiative PPTE et son point d'achèvement. PPTE, ça a été aussi accepté en 2003, la charte des investissements. La fin du pays, la charte des investissements, qui a aussi ruiné la RDC. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toute entreprise étrangère, les fameux investissements directs étrangers dont tout le monde parle, on est toujours content quand une entreprise étrangère vient, sauf qu'elle n'embauche personne, ou ce qu'elle embauche, comme on vous a dit, maintenant ils sous-traitent même, c'est-à-dire ce sont les Chinois qui embauchent la main-d'œuvre, ils sont sous-traitants de main-d'œuvre. Donc l'entreprise demande aux Chinois d'embaucher la main-d'œuvre, c'est les Chinois qui payent la main-d'œuvre et eux payent le Chinois. Donc du coup, ils ne sont plus responsables, c'est le sous-traitant qui est responsable du salaire donné. Ces entreprises, tout ce qu'elles importent pour faire leur extraction ou pour faire, comme ici, l'usine de sucre qui a été rachetée par une entreprise française, tout ce qu'elles importent comme 4x4, comme camion pour faire machine pour faire son sucre, exonéré de douane. Tout ce qu'elles exportent, exonéré de douane. Tout l'argent qu'elles gagnent peut repartir en Europe dans les banques européennes sans taxe sur cet argent. Tout l'argent peut ressortir. Jusqu'en 85, on pouvait sortir que certaines sommes. Il y avait une somme qui devait rester dans les banques congolaises. Tous les investissements qui sont, toutes les importations qui sont faites, et en plus, tous les bénéfices qui sont faits, pendant 3 ans, ces entreprises sont des entreprises nouvellement jeunes entreprises. Donc pendant 3 ans, pas d'impôt à payer.
Ça veut dire que font ces entreprises? Ils viennent, ils exploitent pendant 3 ans, ensuite ils changent de nom et c'est soi-disant une nouvelle entreprise qui s'installe. Les programmes d'annulation de la dette de la Banque mondiale, du FMI et du gouvernement américain sont une honte pour la plupart. Parce qu'ils disent à ces pays, « Ok, nous annulons toutes vos dettes, mais vous devez accepter ces conditions. Vous devez totalement ouvrir vos portes aux privatisations par nos sociétés. Vous devez vendre tous vos biens à nos entreprises. Entreprises de services publics, de l'eau, les compagnies de téléphone, écoles, prisons. Vous devez tout solder à nos sociétés. Et puis, vous ne devrez pas imposer de taxer tout ce que nous allons faire rentrer dans votre pays. Vous devez accepter de tout nous céder, ce qui va beaucoup vous nuire. Alors, nous allons annuler vos dettes, mais à condition de devenir encore davantage esclaves que vous ne l'étiez auparavant. Donc, ce n'est pas une réelle annulation. Je suis quant à moi pour une vraie annulation. Il faut tout laisser tomber, ne pas imposer ces conditions qui asserviraient encore davantage ces pays.